Bonjour les amis. Et si la réalité que vous vivez était un mensonge? Pas un mensonge philosophique, mais un mensonge physique. Et si le monde solide des causes et des effets, l'idée qu'une chose en entraîne prévisiblement une autre, n'était qu'un masque pour un univers régi par le pur hasard, brut et sans filtre? Dans les prochaines minutes, nous partons explorer le socle ultime de l'existence. Nous allons découvrir une expérience si profonde que le physicien Richard Feynman disait qu'elle contient le mystère central du monde quantique. Cette expérience suggérera non seulement que l'univers joue au dé, mais que le simple fait d'observer la partie en modifie l'issue. Ce que nous allons révéler ne défiera pas seulement votre idée du réel. Cela pourrait la briser. Oubliez ce que vous croyez savoir. L'univers a un secret, et son battement ressemble au roulement de dés dans l'obscurité. Pour saisir combien la réponse quantique est radicale, visualisons d'abord le beau monde ordonné qu'elle a remplacé. Pendant la majeure partie de l'histoire, notre univers était vu comme d'une élégance magnifique et déterministe. C'était le monde de la physique classique, un chef-d'œuvre façonné par des géants comme Isaac Newton. Imaginez-le en 3D, une vaste machine cosmique. Dans ce monde classique, tout avançait avec la précision rassurante d'une horloge d'orfèvre. Si vous connaissez l'angle, la force et l'effet exact appliqués à une bille de billard, vous pouvez prédire sa trajectoire exacte. Les lois de Newton nous ont donné ce pouvoir à l'échelle cosmique, décrivant des planètes suivant une chorégraphie stricte et immuable. Voyez le système solaire non comme une danse, mais comme un engrenage. Chaque mouvement entraîne le suivant dans une chaîne parfaite, ininterrompue, du début du temps jusqu'à sa fin. Cette vision d'une prévisibilité parfaite enivrait, laissant croire que, suffisamment intelligents, nous pourrions tout savoir. Ce rêve déterministe a culminé avec une expérience de pensée du savant français Pierre-Simon Laplace. Il imagina un immense intellect, un être si puissant qu'il connaîtrait, à un instant donné, la position et la quantité de mouvement de chaque atome de l'univers. Pour cet intellect, plus tard appelé le démon de Laplace, rien ne serait incertain. L'avenir, tout comme le passé, serait présent sous ses yeux. S'il connaissait l'état d'un nuage d'orage, il pourrait prédire où tomberait chaque goutte de pluie. S'il connaissait l'état de chaque atome de votre cerveau, il pourrait, en principe, prédire chacune de vos pensées, chacun de vos choix et chacun de vos actes pour le reste de votre vie. Dans ce monde mécanique, le libre arbitre est une profonde illusion. Vos choix ne seraient que l'issue inévitable d'une série d'événements incroyablement complexes, mais fondamentalement mécaniques, déclenchés au début des temps. Chaque décision que vous avez prise était déjà inscrite dans l'état initial de l'univers. Cette vision déterministe paraît intuitive. C'est ainsi que nous vivons le monde au niveau macroscopique. On plante une graine, elle pousse. On pousse une porte, elle s'ouvre. Même ce qui paraît aléatoire, comme un lancer de pièces, n'est pas vraiment aléatoire dans cette perspective. Le résultat est fixé par une foule de facteurs. La force du geste, les courants d'air, l'angle d'impact. Si vous pouviez tout mesurer parfaitement, vous pourriez prédire pile ou face à chaque fois. Cette idée tenait même pour des systèmes extrêmement complexes. Dans les années 1960, le météorologue Edward Lorenz a découvert l'effet papillon en modélisant l'atmosphère. Il a découvert qu'un minuscule changement dans les conditions initiales d'une simulation météo, l'équivalent numérique d'un papillon battant des ailes au Brésil, pouvait conduire, quelques semaines plus tard, à une tornade gigantesque au Texas. C'est la théorie du chaos. Elle est follement imprévisible en pratique, mais, point crucial, elle reste déterministe en principe. Si vous pouviez rembobiner la simulation avec exactement les mêmes conditions initiales, vous obtiendriez exactement le même temps, à chaque fois. Le scénario est fixé. Pendant des siècles, c'était notre univers, une machine d'une complexité saisissante, mais ultimement connaissable. C'était une idée rassurante, quoique un peu troublante. Mais ensuite, les physiciens ont construit des outils leur permettant de regarder au cœur même de l'atome. Et ce qu'ils y ont trouvé n'a pas seulement brisé la mécanique horlogère. Cela l'a réduite en 1 million de morceaux. Ils ont découvert un monde qui ne fonctionne pas sur la certitude, mais sur la probabilité. Un monde où la chaîne de cause à effet semblait n'avoir jamais existé. Ils avaient basculé dans le royaume quantique. Le voyage dans cette nouvelle réalité étrange commence par une expérience simple, mais trompeuse. Une expérience dont Richard Feynman
a insisté qu'elle détenait le mystère central de la mécanique quantique. C'est ce qu'on appelle l'expérience des fentes de Jung. Et à ce jour, elle reste la démonstration la plus profonde, la plus troublante et la plus déroutante de la façon dont la réalité défie fondamentalement tout bon sens. À la fin de cette section, vous remettrez en question la nature même de l'existence. Visualisons cela en 3D. Imaginez un mur avec deux fentes fines et verticales. D'un côté, une machine tire de petites billes, une par une, sur le mur. De l'autre côté, un écran détecteur enregistre où elles atterrissent. À quoi vous attendez-vous? C'est simple. Certaines billes passent par la fente gauche, d'autres par la droite. Vous vous retrouvez avec deux bandes verticales distinctes sur l'écran, un motif clair correspondant aux deux fentes. C'est juste de la logique. Maintenant, passons des billes aux vagues dans un réservoir d'eau. Visualisez les vagues s'approchant des deux fentes. En passant, elles se propagent et interfèrent les unes avec les autres. Là où deux crêtes de vagues se rencontrent, vous obtenez une vague plus grande. Là où une crête rencontre un creux, elle s'annule. Le résultat sur l'écran du détecteur n'est pas de bande. Au lieu de cela, vous obtenez un motif d'interférence distinctif de nombreuses bandes alternées claires et sombres, montrant exactement où les vagues se sont additionnées et où elles se sont annulées. Jusqu'ici, tout va bien. Les particules créent deux bandes. Les vagues créent un motif d'interférence. Les règles sont claires. Maintenant, pour la bombe quantique. Remplaçons la machine à billes par un appareil qui tire un seul électron à la fois. Un électron est une particule, un morceau fondamental de matière. Vous vous attendez donc à ce qu'il agisse comme une petite bille. Vous les tirez un par un. Le premier électron frappe ici, le second frappe là. Au début, les impacts sur l'écran semblent complètement aléatoires. Mais à mesure que vous tirez des milliers, puis des millions d'électrons, un motif impossible, horrifiant et magnifique commence à émerger. Ce ne sont pas deux bandes, c'est un motif d'interférence. Le motif même que seules les ondes devraient pouvoir créer. Laissez-moi vous expliquer. Nous tirons des électrons uniques. Il n'y a rien avec quoi ils puissent interférer. C'est comme si chaque électron individuel, voyageant complètement seul, passait d'une manière ou d'une autre à travers les deux fentes en même temps, interférait avec lui-même, puis choisissait un endroit pour atterrir sur l'écran. Ce seul résultat nous force à accepter qu'à un niveau fondamental, les particules ne sont pas de minuscules billes, elles sont tout autre chose. Cela révèle le premier secret du monde quantique, la superposition. À ce niveau fondamental, une particule n'a pas de position définie tant qu'elle n'est pas mesurée. Avant ce moment, elle existe comme une tache fantomatique de toutes les possibilités. L'électron n'est ni ici ni là. C'est une onde de probabilité, englobant tous les chemins possibles à la fois. Les physiciens, déconcertés, ont pensé « D'accord, c'est étrange, mais trouvons une explication. Plaçons un détecteur juste à côté des fentes pour voir quel chemin chaque électron prend réellement. » Une question parfaitement raisonnable. Va-t-il à gauche ou va-t-il à droite? Et c'est là que la réalité se délite complètement et totalement. Au moment où vous installez un détecteur pour observer par quelle fente l'électron passe, le motif d'interférence disparaît. Il a disparu. Ce que vous voyez maintenant sur l'écran, ce sont deux bandes simples, exactement comme les billes. Le simple fait de regarder l'électron pour déterminer son chemin le force à en choisir un. Au moment où vous le mesurez, il cesse de se comporter comme une onde fantomatique et se transforme en une réalité concrète, en tant que particule avec un emplacement défini. Il passe soit par la fente gauche, soit par la fente droite, mais pas les deux. Et parce qu'il n'est plus une onde, il ne peut plus interférer avec lui-même. C'est la deuxième bombe. L'observation modifie le résultat. Les physiciens appellent cela l'effondrement de la fonction d'onde. L'onde de probabilité, qui décrit l'électron, s'effondre soudainement en un point unique et défini. Pouf, le fantôme devient réel. Mais voici la partie la plus cruciale, le détail qui anéantit l'univers mécanique. Quand cette onde s'effondre, où apparaît l'électron? Bien que l'on puisse prédire que des millions d'électrons construiront collectivement ce motif d'interférence, pour un seul électron, son point d'arrivée final est absolument et complètement imprévisible. Vous pouvez calculer les chances, 5% de chance qu'il atterrisse ici, 10% de chance là. Mais vous ne pouvez jamais savoir avec certitude où un électron donné finira.
ce n'est pas que nos instruments sont maladroits ou qu'il nous manque des informations. L'univers lui-même ne semble pas savoir. C'est comme si, au moment de la mesure, la réalité elle-même lançait une série de dés pour décider du résultat. Et avec ce simple lancer, le rêve classique d'un univers prévisible et déterministe s'effondre. Dans les prochaines minutes, nous verrons comment les scientifiques ont prouvé que ce hasard est réel et comment cette découverte changera votre façon de penser le choix lui-même. L'expérience de la double fente révèle un élément de hasard inévitable au cœur de la réalité. Mais est-ce un vrai hasard? Ou est-ce comme un tirage au sort complexe, un système qui ne semble aléatoire que parce que nous ne connaissons pas tous les détails cachés? C'est la question qui hantait certains des plus grands esprits du XXe siècle, le plus célèbre étant Albert Einstein. Einstein ne pouvait accepter un univers fondé sur la probabilité. Il a déclaré, de manière célèbre, « Dieu ne joue pas aux dés ». Il était convaincu que la mécanique quantique était une théorie incomplète. Il devait y avoir, affirmait-il, une couche de réalité plus profonde, un ensemble de variables cachées qui guidaient secrètement ces événements quantiques. Si seulement nous pouvions découvrir ces variables cachées, la certitude parfaite de l'univers horloge serait rétablie. Pendant des décennies, ce fut une guerre philosophique. D'un côté, Niels Bohr, soutenant que le hasard était une caractéristique fondamentale et irréductible de la nature. De l'autre, Einstein, gardant l'espoir d'un ordre caché et déterministe. Il semblait n'y avoir aucun moyen de prouver qui avait raison. Puis, en 1964, un physicien d'Irlande du Nord nommé John Stuart Bell a élaboré un théorème brillant qui a transformé le débat philosophique en une question expérimentale et vérifiable. Le théorème de Bell est devenu l'arbitre ultime dans le conflit entre les variables cachées d'Einstein et la mécanique quantique. Voici une façon simplifiée de le visualiser. Imaginez que vous créez deux particules intriquées, une paire de jumeaux cosmiques. Leurs propriétés sont inextricablement liées, peu importe la distance qui les sépare. Disons que nous mesurons une propriété appelée spin, qui, pour simplifier, peut être haut ou bas. Si vous mesurez une particule intriquée et que son spin est haut, vous savez instantanément que sa jumelle, même si elle se trouve à travers la galaxie, doit avoir un spin bas. Einstein a appelé cette connexion instantanée « action fantomatique à distance ». Mais il pensait que ce n'était pas du tout fantomatique. Chaque particule, soutenait-il, devait porter un ensemble d'instructions secrètes, une variable cachée, dès le moment de sa création, lui indiquant comment se comporter. Le génie de Bell fut de réaliser que cela pouvait être testé. Il a prouvé mathématiquement que si ces instructions cachées étaient réelles et locales, les corrélations entre les mesures des deux particules ne pouvaient pas dépasser une certaine limite. Cependant, les mathématiques établies de la mécanique quantique prévoyaient que les corrélations seraient plus fortes que la limite de Bell. La mécanique quantique prévoyait que la limite serait dépassée. Soudain, la réponse était à portée de main. Créer des particules intriquées, les envoyer voler en sens inverse, mesurer leurs propriétés au hasard et comparer les résultats à l'inégalité de Bell. Si les corrélations étaient inférieures à la limite, Einstein avait raison. Si elles dépassèrent la limite, la mécanique quantique avait raison, et l'univers était fondamentalement fantomatique et aléatoire. Les premières expériences ont été réalisées dans les années 1970 et 80 par des pionniers comme John Clauser, Alain Aspect et Anton Zeilinger, dont les travaux leur vaudraient le prix Nobel de physique en 2022. Leurs résultats étaient alléchants. Ils violaient systématiquement l'inégalité de Bell en faveur de la mécanique quantique. Mais ces premières expériences comportaient des échappatoires, des portes dérobées potentielles qui auraient pu permettre une explication par des variables cachées. Par exemple, le échappatoire de localité signifiait que les détecteurs pouvaient communiquer secrètement, ou l'échappatoire de détection signifiait que les particules détectées n'étaient pas un échantillon représentatif de toutes les particules. Combler ces lacunes est devenu une quête scientifique de plusieurs décennies. Finalement, en 2015, plusieurs équipes, dont une dirigée par Ronald Hanson à l'Université de technologie de Delft, ont effectué des tests de Bell définitifs et sans échappatoire. Ils ont intriqué les spins d'électrons piégés dans des diamants séparés par 1,3 km, s'assurant qu'aucun signal ne pouvait passer entre eux à temps pour influencer le résultat.
Les paramètres de mesure ont été choisis par des générateurs de nombres aléatoires, fermant la porte à toute coordination possible. Les résultats étaient sans équivoque. L'inégalité de Bell était violée, de manière décisive. Einstein avait tort. Le hasard quantique n'était pas une illusion née de l'ignorance. C'était une caractéristique certifiée et fondamentale de la réalité. Cette découverte n'est plus seulement théorique. Le National Institute of Standards and Technology gère désormais un service public appelé le Colorado University Randomness Beacon, ou Kirby. Cet appareil utilise des tests de Bell, sans faille, avec des photons intriqués pour générer un flux continu de nombres certifiés, véritablement aléatoires. Après une mise à niveau qui a commencé en 2024 et s'est achevée en 2025, il diffuse ces nombres pour que quiconque puisse les utiliser pour des applications nécessitant une chance incorruptible, comme la vérification des élections et la sécurisation des clés cryptographiques. Le jet d'un dé quantique, autrefois un cauchemar philosophique pour Einstein, est maintenant un service public. Reprenons notre souffle. Les expériences sont là. Le théorème de Bell a parlé. L'univers, à son niveau le plus granulaire, est régi par la probabilité, non la certitude. Le hasard est réel. Mais cette découverte ne met pas fin à la conversation. Elle en entame une nouvelle, encore plus déconcertante. Pourquoi ? Pourquoi l'univers se comporte-t-il ainsi ? Cette question a fracturé le monde de la physique, menant à une guerre d'idées féroce. Il n'y a pas de réponse unique et acceptée. Au lieu de cela, il existe une collection d'interprétations concurrentes, chacune plus époustouflante que la précédente. Au cœur de ce conflit se trouve le problème de la mesure. Que se passe-t-il, physiquement, lorsqu'une onde floue de possibilités s'effondre en une réalité concrète ? Tout d'abord, l'original, la classique enseignée dans la plupart des manuels, l'interprétation de Copenhague. Développée par des pionniers comme Niels Bohr et Werner Heisenberg, c'est l'approche pragmatique du tais-toi et calcule. Elle dit, simplement, que le hasard est fondamental, et c'est la fin de l'histoire. La fonction d'onde est une description complète d'une particule. Avant de la mesurer, la particule n'a vraiment pas de position définie. Au moment où vous mesurez, la fonction d'onde s'effondre en un seul état, et le résultat est irréductiblement aléatoire. L'univers jette littéralement les dés. Mais pour beaucoup, cela ressemble à une échappatoire. Cela introduit un mystérieux effondrement qui n'est pas décrit par les mathématiques fondamentales de la théorie quantique et trace une ligne vague et arbitraire entre les mondes quantiques et classiques. Ce profond mécontentement a mené à des alternatives vraiment radicales. Pour seulement concevoir ces idées, il a fallu une sorte de courage intellectuel, car elles nous forcent à abandonner nos croyances les plus profondes sur le monde. C'est ici que la physique commence à ressembler à de la science-fiction, et la raison est profonde. Les données sont si étranges que toute explication doit l'être aussi. La plus célèbre est peut-être l'interprétation des mondes multiples. Proposée pour la première fois par Hugh Everett III, cette théorie avance une affirmation choquante. La fonction d'onde ne s'effondre jamais. Toutes ces possibilités décrites par l'onde, elles se produisent toutes, absolument toutes. Lorsqu'une mesure quantique est effectuée, lorsque notre électron frappe l'écran, l'univers entier se divise. Dans un univers, l'électron ça atterrit ici. Dans un univers parallèle complètement distinct, il a atterri là. Et vous, l'observateur, vous vous divisez avec lui. Ce processus se répète à chaque point de décision quantique, créant un arbre de mondes parallèles en constante ramification et expansion. De notre perspective à l'intérieur d'une seule branche, le résultat semble aléatoire, mais le multivers dans son ensemble est entièrement déterministe et contient tous les résultats. Si c'est trop difficile à avaler, il y a la mécanique de Bohm, ou la théorie de l'onde pilote. C'est le rêve d'Einstein de variables cachées qui se réalisent, mais avec une tournure étrange. Elle dit que les particules ont des positions définies à tout moment, et que le caractère aléatoire n'est qu'une illusion de notre ignorance. L'étrangeté vient d'une onde pilote, qui imprègne tout l'espace et guide les particules, comme de minuscules surfeurs sur un vaste océan cosmique. Nous ne voyons le caractère aléatoire que parce que nous ne pouvons pas connaître la position de départ exacte de la particule sur son onde. Le problème, cette onde pilote est non locale. Pour que les calculs fonctionnent, elle doit changer partout, instantanément, embrassant l'action fantôme à distance,
qu'Einstein détestait afin de restaurer une réalité déterministe et mécanique. Mais attendez, le débat devient encore plus étrange, car certains physiciens remettent maintenant en question les hypothèses mêmes du théorème de Bell. Cela nous mène à l'idée la plus controversée de toutes, la superdéterminisme. Cette interprétation soutient que les variables cachées d'Einstein pourraient être réelles, mais qu'elles ne se trouvent pas seulement dans les particules. Elles sont partout. Le superdéterminisme affirme que la faille de la liberté de choix dans le théorème de Bell n'a jamais été véritablement comblée. Il propose que l'état de la particule que vous êtes sur le point de mesurer et le choix de la mesure que vous êtes sur le point de faire sont déjà corrélés, liés par une histoire partagée qui remonte jusqu'au Big Bang. Dans cette optique, vous alliez toujours choisir de mesurer la particule de cette manière spécifique à ce moment précis. Il n'y a pas de véritable liberté ou de hasard, seulement une conspiration cosmique complexe et préexistante. L'univers n'est pas étrange, il n'est qu'un tout déterministe, incassable. Et pour pousser votre esprit encore plus loin, il y a l'idée de la rétrocausalité, ou l'influence à rebours dans le temps. Cette théorie suggère que l'acte de mesure n'affecte pas seulement la particule au présent. Le choix de la mesure fait maintenant peut envoyer une influence en arrière dans le temps pour affecter les propriétés de la particule avant qu'elle ne soit mesurée. C'est une façon étonnante d'expliquer les corrélations sans invoquer des signaux plus rapides que la lumière ou des univers parallèles. Mais cela nous force à abandonner notre compréhension linéaire de la cause et de l'effet. C'est comme découvrir que la fin d'un livre modifie rétroactivement les mots du premier chapitre. Alors, qui a raison? Copenhague? Les mondes multiples? La superdéterminisme? Après 100 ans, les esprits les plus brillants de la planète sont toujours en désaccord profond sur ce que la théorie la plus réussie de l'histoire dit réellement de la réalité. Le caractère aléatoire est prouvé, mais sa signification est le plus grand mystère non résolu de la science. L'honnêteté intellectuelle exige que nous posions une question cruciale. Quelle expérience pourrait falsifier cette image? Si le hasard quantique est le champion en titre, qu'est-ce qui pourrait le détrôner? La réponse est complexe, car il ne s'agit pas seulement de prouver qu'une théorie est fausse. Il s'agit de prouver que les règles fondamentales de la réalité sont différentes de ce que nous observons. Une possibilité serait de trouver une faille dans le théorème de Bell lui-même, bien que cela soit extrêmement improbable, puisqu'il s'agit d'une preuve mathématique. Une idée plus plausible, mais toujours marginale, est que même les expériences dites sans faille ont manqué quelque chose. Les partisans du superdéterminisme soutiennent que la faille de la liberté de choix ne pourra jamais être véritablement comblée, car aucun choix de mesure ne peut être indépendant de l'univers qui l'a produit. Si une expérience montrait que les générateurs de nombres aléatoires, utilisés pour les mesures, étaient secrètement corrélés avec les particules depuis le début des temps, l'espoir de variables cachées d'Einstein réapparaîtrait. Une autre possibilité est que la mécanique quantique se décompose dans des conditions extrêmes. Pendant plus d'un siècle, toutes les tentatives de la falsifier l'ont au contraire confirmée avec une précision remarquable. Mais ces limites peuvent encore exister. Certaines théories modifiées, telles que les modèles d'effondrement objectifs, prédisent des effondrements spontanés de la fonction d'onde qui se produisent indépendamment de la mesure. Ces effondrements seraient rares pour les petits systèmes, mais plus fréquents pour les plus grands. De futures expériences ultrasensibles pourraient détecter de tels effets, par exemple en observant des rayonnements inattendus provenant d'atomes par ailleurs stables, révélant que le hasard quantique découle d'un processus physique inconnu plutôt que de la seule observation. Le test ultime, cependant, se situe à l'intersection des deux piliers de la physique moderne, la mécanique quantique et la relativité générale. L'idée finale change tout. Ce débat n'est pas seulement académique, le cœur étrange et probabiliste de la mécanique quantique est exploité pour construire des technologies qui n'étaient autrefois que de la pure science-fiction. L'étrangeté devient une ressource. L'exemple le plus frappant est celui de l'informatique. Un ordinateur classique utilise des bits, un 0 ou un 1. Un ordinateur quantique utilise des qubits. Grâce à la superposition, un qubit peut être un 0, un 1 ou un mélange des deux en même temps. En reliant ces qubits par l'intrication, un ordinateur quantique peut explorer simultanément un vaste éventail de solutions à un problème. Des entreprises comme IBM et Google sont lancées dans une course pour construire des machines toujours plus puissantes. Fin 2024, la puce Willow de Google
a montré une réduction spectaculaire des erreurs, un obstacle majeur qui a mis le domaine au défi pendant des décennies. Fin 2025, des entreprises comme Caltech et Quantinuum ont annoncé de nouveaux matériels avec des milliers de qubits et des temps de cohérence significativement plus longs, rapprochant la technologie d'une utilisation pratique. Ces machines ont le potentiel de résoudre des problèmes, comme la conception de nouveaux médicaments ou la création de matériaux inédits, qui prendraient des milliards d'années aux superordinateurs les plus rapides d'aujourd'hui. Cette immense puissance représente aussi une menace. Une grande partie de notre sécurité numérique actuelle repose sur des méthodes de chiffrement trop complexes pour être résolues par des ordinateurs classiques. Pour un ordinateur quantique puissant, cela pourrait être trivial. Cela a déclenché une course mondiale pour développer la cryptographie post-quantique, de nouvelles normes de chiffrement capables de résister aux attaques des machines classiques et quantiques. En août 2024, le NIST a publié le premier ensemble de normes PQC finalisées, avec des noms comme ML-Chem et ML-DSA, exhortant les organisations à entamer la transition vers cette nouvelle infrastructure résistante au quantique. L'un des outils les plus prometteurs dans ce nouveau paysage de sécurité est la distribution quantique de clés. Imaginez deux parties partageant une clé secrète en envoyant des photons uniques et intriqués. Si un espion tente de les intercepter, l'acte même de mesurer les photons perturbe leur état quantique. Cette perturbation est immédiatement détectable, alertant les utilisateurs que leur communication est compromise. Le satellite chinois Missus a déjà utilisé cette technique, mais son successeur, Jinan 1, a repoussé les limites encore plus loin. Début 2025, il a établi une liaison de communication quantique sécurisée sur 12 900 km entre la Chine et l'Afrique du Sud, ouvrant la voie à un Internet mondial sécurisé par la quantique où l'aléatoire est le gardien ultime de la sécurité. Ce caractère aléatoire atteint même le tissu du cosmos lui-même. Notre meilleure théorie de l'origine de l'univers possède une graine quantique. Selon la théorie de l'inflation cosmique, l'univers entier que nous voyons est né d'un point infinitésimal. Le plan de la vaste toile cosmique de galaxies et de vide que nous voyons aujourd'hui est né de fluctuations quantiques. Dans le vide de l'univers primordial, de minuscules fluctuations aléatoires d'énergie ont été étirées par l'expansion explosive à des échelles astronomiques. Ces minuscules scintillements aléatoires sont devenus les graines de chaque étoile et galaxie. Même la gravité elle-même pourrait être soumise au hasard quantique. Bien que la gravité n'ait pas encore été unifiée avec la mécanique quantique, certains théoriciens suggèrent que si la gravité est quantique, l'espace-temps devrait présenter de minuscules tremblements aléatoires. Ce bruit quantique pourrait un jour être détecté dans les signaux d'ondes gravitationnelles, offrant des indices vers une théorie du tout. Une telle théorie pourrait montrer que le hasard est encore plus fondamental que nous ne le pensons, ou que l'espace-temps et le hasard émergent d'une réalité plus profonde à l'échelle de Planck. Cela nous amène directement à une puissante frontière moderne, l'intelligence artificielle. Le hasard joue déjà un rôle clé dans l'IA, de l'initialisation des réseaux neuronaux à l'injection de bruit pendant l'entraînement, afin que les modèles se généralisent mieux et se comportent de manière plus créative. Certains affirment que la créativité apparente des grands modèles linguistiques provient de cette imprévisibilité contrôlée. Le véritable hasard quantique pourrait étendre les capacités de l'IA, mais il fixe également une limite infranchissable. Si l'univers est imprévisible en son cœur, alors aucune IA ne pourra jamais prédire parfaitement l'avenir, seulement des probabilités. Ces idées poussent la physique vers la philosophie. Pendant des siècles, le libre arbitre a semblé incompatible avec un univers déterministe, où chaque action découlait inévitablement de causes antérieures. Le hasard semble rouvrir la question, mais pas de manière nette. Si les choix sont influencés par des événements quantiques aléatoires, sont-ils vraiment libres ou simplement arbitraires? Remplacer le déterminisme par le hasard n'accorde pas automatiquement le contrôle. Cette tension apparaît dans la théorie controversée ORC-OR, proposée par Roger Penrose et Stuart Hameroff, qui suggère que la conscience pourrait impliquer des processus quantiques à l'intérieur des neurones. Autrefois rejetée, l'idée a retrouvé une attention renouvelée après que des études de 2024 ont montré des effets quantiques collectifs dans les systèmes biologiques et révélé comment les anesthésiques peuvent les supprimer. Bien que toujours spéculative, la théorie soulève une question profonde. Si la conscience est liée au hasard quantique,
Nos esprits sont-ils des observateurs passifs ou des participants actifs dans un univers en devenir? Cela nous amène à la question la plus profonde de toutes, le sens. Si l'univers n'est pas un script préécrit, mais une histoire qui se déroule instant après instant, est-ce que cela rend la vie insignifiante, ou est-ce que cela met le sens entre nos mains? Dans un univers aléatoire, nous ne sommes pas des rouages dans une machine. Nous sommes des auteurs, créant un but au milieu de l'incertitude. Alors, la réalité que vous expérimentez était-elle un mensonge? Dans un sens, oui. Le monde solide et prévisible de cause à effet est une approximation, une illusion émergente cachant une réalité quantique bien plus étrange. Des expériences montrent que les théories locales et déterministes à variables cachées sont exclues, mais la signification ultime du hasard reste non résolue. Que la réalité s'effondre, se ramifie ou cache un ordre plus profond sous l'apparence du hasard, les dés sont jetés partout, des atomes aux trous noirs. La seule question qui reste est ce qu'ils vont lancer ensuite.